Alors d'abord, qu'est-ce que le quantique? Alors déjà, quand on dit le quantique, c'est mystérieux, c'est magique, mais on ne sait pas ce que c'est. Alors en fait, il y a 3 éléments fondamentaux structurels qui définissent le quantique par opposition à la physique classique. Alors, je vais vous les donner et je les regroupe comme une image, dit-on, vaut 1000 mots. Je les ai regroupés sous forme d'un petit bouquet. Donc j'appelle ça le bouquet quantique et c'est 3 fleurs. La première fleur, je ne sais pas si je vais écrire ça, la première fleur, c'est une fleur qui vibre. Alors la fleur qui vibre ou qui ondule. Vous savez, on dit tout est vibration, tout est ondulatoire, donc c'est évidemment celle de l'onde quantique. Vous avez tous entendu dire, il y a le paquet d'ondes, tout ça, ça vibre. Donc ça, c'est la première fleur du bouquet quantique. Et elle est typiquement quantique, puisque avant l'avènement des quantas, on voyait la matière comme quelque chose de dur, de solide et de statique, d'impénétrable. Et maintenant, on sait que si on regarde ça de près, eh bien on va s'apercevoir qu'on a des ondes, mais des ondes qui ne sont pas là tout le temps. Donc la deuxième fleur, c'est la fleur qui saute. Vous avez tous entendu parler de cette expression, le saut quantique. Le saut quantique, c'est passé dans la langue courante. Alors, la troisième fleur, eh bien, c'est la fleur qui relie. Alors, cette fleur qui relie, elle est aussi très très bizarre. Elle fait exploser le bizarromètre, comme je dis, parce que c'est ce qu'on appelle l'intrication. On l'appelait autrefois la non-séparabilité quantique, et maintenant on l'appelle plutôt l'intrication. Bonsoir pour cette nouvelle émission, Le souffle du développement, une autre conférence organisée par Planétaire. Ce soir, nous recevons Emmanuel Ransford. Bonsoir. Bonsoir. Alors, prenons un chat, mettons-le dans une boîte et essayons de voir s'il est mort et vivant. Eh bien, la physique quantique dit qu'il est mort et vivant en même temps. Ça, c'est un exemple d'une des bizarreries de la physique quantique. L'intrication, le saut quantique et un tas de choses que la nature nous impose de cette manière, que les scientifiques ont du mal à comprendre, à démêler. Certains se tirent les cheveux pour comprendre et démêler le tout à coup d'équations. Eh bien, Emmanuel Ransford essaie et tente avec brio de rapprocher cela à un niveau naturel des choses. Vous avez pris, en fait, modèle sur la nature, c'est ça, on peut dire? C'est-à-dire, je suis parti des faits naturels, effectivement, puisque la nature apparemment se comporte comme ci et comme ça a été vérifié, même quand on a chercher à vérifier les prévisions les plus farfelues de la physique quantique, ça a toujours été vérifié. Donc il y a un élément de vérité là derrière, c'est-à-dire on ne peut pas se dire c'est juste une erreur de théoricien. Par contre, ce qui a été ma préoccupation, c'était de de rendre les choses compréhensibles, intelligibles. C'est-à-dire, ça paraît farfelu, mais peut-être, comme la nature n'est pas incohérente et que tout le monde quantique roule très bien, c'est pas juste des fantaisies sans queue ni tête, mais il y a sans doute une raison sous-jacente, et c'est ça que j'ai essayé de trouver, sachant que jusqu'à présent, à ma connaissance, personne ne l'a trouvé. Oui, c'est justement ce qui fait la spécificité, l'originalité de votre conférence, c'est que vous expliquez cela de manière très claire et pour prendre un très 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 gros raccourci, parce que c'est bien plus riche que cela évidemment, c'est que finalement ces bizarreries ne sont pas là pour rien. Il y a une raison à tout, et qui s'explique en plus. Elles ont une raison d'être. Et donc il y a quand même, je remarque, je me fais l'avocat du diable, permettez-moi, mais par exemple que le public a beaucoup insisté avec des questions sur l'intrication. L'intrication est quand même assez mystérieuse. Comment, en effet, deux particules éloignées à des milliards d'années-lumière de distance peuvent avoir un changement d'état simultané. Elle viole une loi de la physique qui est la vitesse de la lumière qui paraît infranchissable. Et vous l'expliquez, vous le décodez. Alors, même si c'est un petit peu redondant avec la conférence, est-ce qu'on peut juste rappeler de manière synthétique la raison pourquoi ces particules arrivent à faire fi de la loi de la relativité? Qu'est-ce qui se passe réellement? Alors, la première chose qu'on pourrait dire, c'est que la loi de la relativité s'applique au déplacement, à la propagation de la matière-énergie. Oui. Et là, il ne s'agit ni de propagation, ni finalement de matière-énergie. Il s'agit, comme ma version des choses, c'est que l'intrication est indispensable à la nature.
Au départ, parce qu'il y a d'autres usages de l'intrication, mais je ne vais pas en parler, je suis juste en train de justifier que c'est nécessaire, parce que dans certains contextes, la nature va fabriquer par exemple des paires de photons corrélés, des paires de particules qui sont liées. Elles sont liées par quoi? En fait, elles sont liées par une loi de conservation collective. C'est-à-dire, mettons que si l'une, pour faire une comparaison, si l'une a un t-shirt jaune, oui. Supposons que ces particules ne puissent avoir qu'un t-shirt jaune ou vert. Et la loi de conservation collective va me dire que si le t-shirt de l'une est jaune, le t-shirt de l'autre sera vert. C'est-à-dire c'est une loi de conservation dans la mesure où dans la paire, on doit trouver une fois jaune et une fois vert et pas deux fois, et pas tout et n'importe quoi, c'est-à-dire pas deux fois jaune ou deux fois vert ou une fois jaune et une fois vert. C'est donc une contrainte qui est collective. Le problème de la physique et le problème que la nature a à résoudre, c'est que la physique quantique étant ce qu'elle est, c'est-à-dire il existe quelque chose qu'on appelle la superposition quantique, dans l'état superposé, le t-shirt d'aucune de ces particules n'a une couleur définies, c'est-à-dire elles sont un mélange de vert et de jaune. Donc la nature se retrouve avec deux particules qui vont en sens opposé, peut-être à la vitesse, chacune à la vitesse de la lumière s'il s'agit du photon, qui sont liées par une loi de conservation collective qui est inapplicable au départ. Elle est virtuelle puisqu'elle ne concerne que la couleur précise des t-shirts et aucun des photons au départ n'a une couleur déterminée de son t-shirt. Donc, cette couleur déterminée ne viendra que, par exemple, quand on va mesurer un photon et qu'on va d'une certaine façon le contraindre à prendre position, à prendre une couleur déterminée. Et dans ce cas-là, quand on fait ça, la nature, qui a énoncé une loi de conservation collective, ne peut pas se permettre de ne pas la vérifier, sinon elle est incohérente. Elle énonce une loi de conservation et elle n'a pas les moyens et on la bafoue et elle ne fait rien. Ça va de soi jusqu'à maintenant. Voilà, donc pour protéger sa cohérence, c'est-à-dire faire qu'une fois que la loi de conservation collective passe du virtuel au réel, c'est-à-dire que le t-shirt du photon que j'ai mesuré va enfin être d'une couleur définie, rouge ou vert, eh bien la nature a été obligée d'inventer l'intrication qui fait quoi? Qui fait qu'au même moment, alors que Einstein nous avait bien dit que dans des événements éloignés, la notion de simultanéité n'a plus de sens. Et bien là, on s'aperçoit qu'elle a un sens, qu'elle est réintégrée. Au même moment, donc on a véritablement un phénomène non relativiste, au même moment, l'autre particule, si celle que j'ai mesurée me donne un t-shirt jaune, va avoir le t-shirt vert. Et inversement, si le t-shirt est vert, eh bien, l'autre particule que je n'ai pas mesurée va avoir le t-shirt jaune, de façon à ce que la loi de conservation collective, au moment où elle peut être vérifiée concrètement, l'est effectivement, et donc la nature n'a pas perdu sa cohérence. Voilà, c'est ça la nécessité. Par solidarité. Par nécessité, voilà. D'accord. Voilà. Alors, ça n'explique pas quel est le mécanisme sous-jacent, mais en tout cas, ça montre que, loin d'être un trait farfelu, c'est une nécessité. Il y a une logique derrière tout ça. Il y a une volonté réelle. Et d'ailleurs, on part un peu là-dessus sur l'intelligence. Voilà. Alors, je précise quand même que une fois que l'intrication est créée, elle va, pour des raisons que je pourrais aussi expliquer, elle va aussi se manifester dans des particules, par exemple, qui n'ont jamais coexisté, c'est-à-dire c'est un phénomène plus général. Une fois qu'il existe, là, ce dont je viens de parler, c'est d'expliquer pourquoi elle est indispensable. Voilà. D'accord. Je fais cette petite précision. D'accord. Mais c'est un début, c'est un très bon début pour la compréhension future, parce que il semblerait que forcément la science va forcément aller s'engranger dans cette voie-là, qu'elle refuse d'emprunter encore. C'est-à-dire, si elle le refuse, c'est que tout simplement, elle n'a pas compris. On n'a pas trouvé la clé. C'est-à-dire, c'est comme un puzzle. Tant qu'on n'a pas trouvé la manière dont tout s'agence, on ne peut pas. Donc en fait, c'est un peu comme Thomas Edison. Thomas Edison a fait 3000 essais avant de trouver l'ampoule. Là, on est en train encore d'explorer d'autres voies avant de tomber sur la vôtre. C'est un peu ça ? Peut-être, en tout cas, pour l'instant, on tourne autour du pot et on n'a toujours pas l'explication. Ce que je veux dire, c'est que dans l'état actuel de la science, l'intrication
est juste farfelu. Alors, par contre, de plus en plus, on songe à en faire des applications pratiques, notamment avec ce qu'on appelle la téléportation quantique et un certain nombre de choses. C'est-à-dire, on est dans le registre où on essaye de l'exploiter. Par exemple, il y a toujours ce projet d'ordinateur quantique, donc on essaye de trouver des applications pratiques, mais on ne sait toujours pas pourquoi la nature est aussi bizarre. D'après vous, dans les générations futures, on va aller vers la bonne voie, justement, pour au moins comprendre l'intrication telle que vous l'expliquez aujourd'hui. Le saut quantique aussi, on peut le voir, mais l'interview, on n'aura pas assez de temps, je pense, pour expliquer cela. Pour cela, il y a des stages que vous proposez aussi. J'invite d'ailleurs les auditeurs à écrire, justement, pour faire savoir qu'ils sont intéressés. À un moment donné, si un certain nombre de personnes sont intéressées, des dates seront posées, il faut le préciser. D'après vous, combien de temps va mettre la science pour se réveiller et peut-être aller explorer des voies alternatives qui aujourd'hui sont intéressantes et permettraient, un peu comme un bouchon de champagne, de découvrir beaucoup d'autres voies qui... Alors, si on regarde l'histoire des sciences, on se dit que ça met du temps. Si on écoute ce que disait Max Planck, qui disait que ses idées avaient fini par s'imposer parce que la vieille garde qui était opposée a fini par lui faire l'amitié de mourir, d'aller à trépas. Si on écoute ce que disait William James, il disait qu'une nouvelle idée... D'ailleurs, c'est Edgar Cayce qui dit un peu la même chose, mais d'une façon drôle que je vais préciser. Il dit, un chercheur découvre quelque chose et il le fait savoir au monde entier. Tout le monde dit... 1, il est fou, et 2, c'est faux. 20 ans passent, on l'observe, tout ça, on se dit, donc au bout de 20 ans, on dit, il est finalement pas aussi fou que ça, mais bon, des gens pas fous peuvent avoir des moments de folie. Et 2, c'est faux. 20 ans passent encore, le progrès des technologies fait qu'on peut vérifier et qu'on s'aperçoit que c'est vrai. Et là, tout le monde dit, c'est pas nouveau, ça fait 40 ans qu'on le sait. Voilà. Donc on peut dire en résumé que les fous ouvrent des voies, comprennent ensuite les sages. Voilà, c'est ça. C'est bien d'ailleurs, monsieur l'intervieweur, de me classer dans la catégorie des fous, j'ai bien compris. et je vous en remercie au passage. Oui, mais disons, vous savez, il y a aussi un proverbe qui est, je crois, le titre d'une pièce de théâtre qui dit « L'avantage des fous, des fêlés, pardon. Des fêlés, c'est qu'ils laissent passer la lumière. » C'est joliment dit. Oui, je trouve que c'est très joli. C'est poétique, voilà. C'est poétique en effet. Donc il faut assumer. Alors, la particule, ça, c'est une partie très, très intéressante et assez inédite. Hein. Moi, c'est la première fois que j'entends une telle théorie, et pourtant, elle a un intérêt particulier. La particule a un psychisme. Minimal, certes, oui. Mais elle a, pour des questions de survie, certainement, hein, puis... On parlait d'exemples, si on devait la scinder, elle va forcément se déplacer, comme si un être humain se faisant attaquer va forcément essayer d'éviter le coup de la dague. Eh bien, la particule, par nécessité de survie, fait la même chose et provoque à partir de là un saut quantique. Je résume votre explication, mais c'est surtout qu'elle aurait donc un pouvoir décisionnel. Alors, voilà, rudimentaire, mais décisionnel quand même. Qui, en temps normal, c'est-à-dire quand tout va bien, tout se passe bien, ne se manifeste pas, il est endormi. Dans ce cas-là, on a une évolution qu'on appelle une évolution unitaire en mathématiques. C'est le critère de l'unitarité, mais bon, peu importe le détail. En tout cas, on est en l'onde quantique. Mais au moment où ce paquet d'ondes, qui est la particule qui est en train d'onduler, est soumise à un obstacle qui risquerait de la scinder, au sens où elle serait découpée en plusieurs sous-paquets d'ondes qui seraient dorénavant incapables d'interférer entre eux, eh bien là, c'est interdit par ce que j'appelle la quantition, qui est une loi du tout ou rien. Et là, la particule réveille en quelque sorte ses capacités de choix. Son instinct de survie. Son instinct de survie, si on veut, va déclencher un réflexe de survie par lequel elle va utiliser son pouvoir décisionnel pour décider, comme la tortue qui se rétracte, je vais me rétracter ici. Avant qu'on lui coupe une patte. Voilà. Effectivement. Et donc, je vais évoluer conformément à cette loi du tout ou rien grâce à ça. Parce que j'étais quelque part surétalé au départ, et c'est grâce à ça que l'obstacle qu'on peut imaginer comme une lame coupante menaçait de me découper. Si je me recroqueville, où je me réduction du paquet d'ondes, d'un seul côté de la lame, elle ne pourra plus me découper. C'est comme une paire de ciseaux. Si au moment où elle va vous découper, vous êtes recroquevillé d'un seul côté, elle va découper l'air. C'est ça le principe. C'est ça le saut quantique. Là, on voit encore aussi que la nature a trouvé une solution, une parade, qui n'est pas si farfelue que ça, finalement. Qui n'est pas si farfelue que ça. D'accord. Une fois qu'on a compris la logique sous-jacente. Ndo. Ce qui est du bon français, c'est la composante endocausale, c'est-à-dire je dis que la particule élémentaire est dotée
non pas d'un tigre dans le moteur, mais d'un pouvoir décisionnel rudimentaire, évidemment. Il ne s'agit pas de faire de la particule un être comme nous, capable de faire des choix, de jouer au loto, de partir en voyage et tout ça. Non, elle a un pouvoir décisionnel rudimentaire, mais ce qui, pour moi, signifie qu'elle a un minimum de psychisme. Et l'autre composante, je l'appelle le XO, comme exocausal. Alors donc, ces termes sont un peu barbares, donc il suffit de les traduire en bon français, en disant endocausalité égale déterminisme, exocausalité égale déterminisme, c'est encore une fois, je rappelle, c'est une causalité subie, endocausalité égale aléatoire, c'est une causalité choisie. Donc elle ne suit pas des lois extérieures, c'est moi-même qui peux décider de faire ça. Si j'étais Einstein, je vous tirerais la langue, mais comme je ne suis pas Einstein, je ne tirerais pas la langue. Mais en tout cas, l'endocausalité me permet d'échapper à des lois déterministes. Et donc, vu de l'extérieur, eh bien, on va juste dire c'est aléatoire. Mais en fait, c'est aléatoire et l'apparence extérieure d'un contenu. Et ce contenu, c'est que la particule élémentaire, selon moi, absolument, est dotée d'un pouvoir décisionnel, élémentaire, rudimentaire. C'est-à-dire, elle a une noisette de psychisme. Donc, le verre est dans le fruit. Alors, vous parlez, là, c'est assez difficile à synthétiser, on va peut-être tenter la chose, mais ce qui relie les deux particules dans l'intrication, ce fameux secret, ce fameux fil invisible, serait l'endocausal, la partie endocausale. Serait leur partie endocausale. Imaginez, c'est comme l'œuf. Oui. Imaginez un œuf poché. Oui. Les particules, c'est comme un œuf poché. Le blanc, c'est la partie exocausale, celle qu'on voit. À l'intérieur, il y a le jaune qui est la partie endocausale. En temps normal, chaque œuf a son jaune à l'intérieur, point barre. Oui. Il est isolé du reste. Mais dans certaines conditions, qui sont celles qui donnent naissance à l'intrication, ces deux jaunes se connectent entre eux et comme ils ne sont pas matériels, ils sont hors de l'espace-temps relativiste de la matière, donc pour eux, les distances ne comptent pas. Donc que les deux particules soient à 2 angstroms ou 2 milliards de kilomètres, pour eux, c'est kiff-kiff. Alors qu'on soit d'accord, à ce niveau-là, la loi de la relativité n'a pas droit de citer. Pour la partie endocausale. Pour la partie exocausale, elle a toujours droit de citer. C'est-à-dire la loi de relativité a une pertinence relative dans le monde, ce qui est d'ailleurs normal. Quand on s'appelle une relativité, on est relatif. Et ça, les physiciens ne se sont pas vraiment aperçus. C'est-à-dire le monde n'est pas totalement relativiste. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'arrive pas à faire la synthèse, la fameuse gravité quantique, où on va faire la synthèse entre la physique quantique et la relativité générale. On ne peut pas y arriver puisque ce que j'appelle le paral, c'est-à-dire l'état endocausal de la matière, n'est pas relativiste. Il ne peut pas rentrer dans le moule relativiste. Donc on ne peut pas y arriver. Alors, donc, ça veut dire que le secret des particules intriquées, c'est qu'en fait, leurs parties endocausales ont été soudées l'une à l'autre. Donc, les décisions qu'elles prennent quand on mesure l'une, ce n'est pas une décision locale et individuelle, c'est une décision globale entre les deux et collective. Et c'est grâce à ça, et instantanée, c'est grâce à ça que si l'une dit « j'ai un t-shirt jaune », l'autre instantanément va dire « j'ai un t-shirt vert », parce que le choix n'est plus le t-shirt de celle que je mesure sera-t-il jaune ou vert. Pour la communauté de ces particules, c'est de dire je dois attribuer le t-shirt jaune d'un côté et le t-shirt vert de l'autre. Soit je l'attribue le jaune à gauche, le vert à droite, soit c'est l'inverse. Donc ce n'est plus le même problème. D'accord. Alors pour conclure, on va tout de même parler de vos ouvrages qui justement synthétisent, je dirais pas ça, mais vont beaucoup plus loin que l'interview en tout cas, vos explications en ce qui concerne l'intrication, tout ce qu'on vient de voir là ici, aussi les sauts quantiques, mais de manière très accessible. Qu'on soit bien d'accord, ce sont des livres dont la lecture est ouverte à tous. Voilà. C'est cela. Alors, j'aimerais bien commencer par le plus épais, quand même. On peut le présenter, alors oui, je vous laisse en parler un petit peu. La conscience quantique et l'au-delà, en fait, alors donc il y a 4 chapitres, en fait. Le premier rappelle les faits du quantique pour montrer combien ils sont bizarres. Il se passe des choses un peu farfelues. Ça, c'est de la pure observation. Voilà, vous mettez les faits en place. C'est-à-dire, voilà les faits, le dossier, voilà le factuel. Le deuxième chapitre introduit la notion de l'eau-matière, c'est-à-dire dire si
on fait l'hypothèse que derrière, pour l'essentiel, le hasard quantique se passe non pas une absence de cause, mais une endocausalité, c'est-à-dire un pouvoir décisionnel. À ce moment-là, on peut comprendre à la fois le saut quantique et à la fois la non-séparabilité ou l'intrication. Le troisième chapitre déduit de là, comme je mets un peu une gouttelette finalement de psychisme rudimentaire dans chaque particule, se dit, est-ce qu'à partir de là, on peut espérer élaborer une théorie explicative du cerveau conscient, évidemment à croiser avec les savoirs qui sont immenses des neurosciences et tout ça, il ne s'agit pas... Voilà, donc là, c'est juste un aperçu pour dire, si on devait aller vers une théorie explicative du cerveau conscient, voilà... Dans la caisse à outils que je propose, voilà ce qu'on y trouverait. Pourquoi ça va très loin, pour aller jusqu'à la conscience du cerveau. Voilà, macroscopique, tout en disant bien, il ne s'agit pas de court-circuiter les neurosciences. Les neurosciences ont une compétence là-dessus, mais à mon humble avis, elles n'ont pas le principe explicatif. Il leur manque un principe explicatif qui est hors de la matière, et comme actuellement elles sont d'obédience, si je puis dire, matérialistes, elles n'ont pas le moyen et il leur manque le principe explicatif. Donc, mon analyse, c'est de dire que dans les neurosciences, on est dans un niveau descriptif de plus en plus fin, qui a aussi une valeur explicative, parce que dans certains cas, par exemple, on sait que si les amygdales sont coupées, on va avoir, ou l'hippocampe, la mémoire, donc on sait un certain nombre de choses, mais c'est parce qu'on fait des corrélations au niveau explicatif, et c'est pas une explication, c'est-à-dire pourquoi le cerveau est l'organe de la conscience, on ne sait pas répondre à cette question qui est fondamentale. Pourquoi un influx nerveux qui véhicule, par exemple, l'information longueur d'onde de truc va se traduire par la sensation rouge ou bleu ou vert, ça, on n'a pas l'explication, le problème des qualia. Voilà, donc c'est juste un aperçu de ce vers quoi on pourrait faire si on devait élaborer une théorie explicative du cerveau conscient basée sur mon hypothèse de l'holomatière. C'est une autoroute qui donne sens entre le quantique et fait le lien avec la conscience. Voilà. Donc il faut suivre le guide. Voilà, et en particulier qui explique l'interface, le mind-body problem, c'est-à-dire comment se fait-il que le psychisme peut interagir avec le corps matériel et inversement. J'identifie l'interface entre les deux. Et le quatrième et dernier chapitre pose le problème de l'au-delà, c'est-à-dire à partir de cette notion de conscience quantique, de cette notion d'holomatière et peut-être un niveau de transcendance que j'appelle l'urcausalité. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la problématique d'une éventuellement survie après la mort dans ce cadre-là? Voilà, je ne prétends pas faire une théorie universelle, je dis que seulement c'est une pierre à l'édifice, des éléments de réflexion, et qu'est-ce qu'on peut en dire? Voilà. D'accord, c'est bien de dire des éléments de réflexion, au moins on sait que ce n'est pas farfelu. Hein, il y a vraiment une idée derrière d'amener à cette compréhension. Une construction. Une porte ouverte. Voilà, à une nouvelle explication alternative à toutes celles qui nous donnent un mystère où les portes s'arrêtent et se ferment. Souvent. Voilà. On ouvre d'autres horizons. Je pense qu'on peut aller dans la réflexion, on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Alors, je vous laisse le choix pour les deux autres livres. On va dire l'origine quantique de la conscience. Je dirais, rentre un peu plus dans le détail de la physique et notamment expérimentale, avec un développement assez détaillé notamment sur la fameuse expérience des fans de Jung qui a fait couler beaucoup d'encre, qui illustre pédagogiquement la dualité entre corpuscules à partir sur les photons, sur la lumière, donc qui illustre ce double comportement des particules quantique, parce que ce qu'on fait avec la lumière, on peut le faire avec des électrons et tout ça, ça a déjà été fait. Donc ça campe le problème, et je montre donc de façon assez détaillée avec quelques annexes, je montre en quoi mon hypothèse sur notamment pourquoi il y a des sauts quantiques qui sont déclenchés permet d'expliquer là encore cette théorie, cette expérience qui, telle qu'elle est décrite aujourd'hui, on se dit tout se passe comme si l'électron savait ou le photon savait à l'avance qu'il y a une fente qui est ouverte ou deux et tout ça. Enfin, il y a plein de spéculations. Pourquoi choisir l'une que l'autre plutôt tout simplement parce qu'une fois de plus, on n'a pas compris le phénomène. Donc c'est vraiment, je rentre là-dedans. Et à la fin, il y a une
spéculations, c'est-à-dire il y a des développements un peu, on va dire presque philosophiques, sur le niveau de la transcendance, c'est-à-dire le niveau de l'endocausalité totale que j'appelle l'urcausalité, sachant que c'est la créativité pure, et qu'est-ce qu'on peut commencer à déduire de ce genre de truc. Il y a une espèce logique, plus loin de logique, ou théologie, donc je jette un petit peu les bases de ça. Alors, plus spécifique, plus technique, mais tout aussi passionnant que le voilà, précédent. peut-être un peu plus technique sur le bord. Et enfin... Et puis le dernier, alors l'univers quantique, enfin expliqué. Mais, alors, première chose, je pars aussi des faits, mais là de façon assez légère. Après, il y a plein de chapitres sur ce que j'appelle la deuxième révolution. La première révolution quantique, des quantas, c'est en fait la descriptive, celle de la mécanique quantique, de la physique quantique, qui est extrêmement performante. Il ne s'agit absolument pas... mais qui n'a pas accès au pourquoi. Le comment est là, mais pourquoi la nature est si farfelue, on ne sait pas pourquoi. On sait juste c'est comme ça, c'est quantique, donc c'est farfelu. On en est encore au stade de l'observation. Voilà. Alors bon, dessus, on fait des théories mathématisées très performantes et tout ça. On peut dire tirer notre chapeau pour les physiciens. Mais on ne sait pas pourquoi. Deuxième révolution, le cœur de cette deuxième révolution, c'est ce que j'appelle le scénario quantique, qui va partir de la notion d'onde quantique et qui va dérouler le fil et montrer que dans la mesure où la nature est confrontée à des défis, parce que l'onde est interférente, donc tout ça, ça va créer des défis, et par rapport à ces défis que la nature a dû gérer, traiter, elle a élaborer, on va dire, une espèce, j'entends parler en ces termes, d'immunité, de système immunitaire anti-incohérence. Parce que tous ces défis sont une menace à sa cohérence. C'est vraiment un écosystème. Voilà, c'est ça, absolument. Et donc, elle rebondit à chaque fois qu'il y a un défi majeur, elle va inventer quelque chose. Et je montre que ce qu'elle invente, ce sont justement ces comportements quantiques totalement farfelus. Qui, par ailleurs, par exemple, j'insistais tout à l'heure pour dire que, par exemple, l'intrication, au début, on croyait que c'était limité à des particules qui ont interagi dans le passé. On s'est aperçu qu'il y a d'autres cas de figure. Alors, ces autres cas de figure, je dirais, ça recycle une chose qui a été inventée. Donc, moi, je ne parle pas beaucoup de ces autres cas de figure ici, j'en parlerai ultérieurement. Mais, disons, le but de mon truc, c'est de montrer que la nature avait nécessité à créer ces choses apparemment farfelues qui ne le sont pas du tout quand on a compris à quelle logique elle répond. Et le dernier chapitre, qui est le 9e, on reparle de l'holomatière, confronte ça à un certain nombre de réflexions peut-être un petit peu plus récentes pour montrer, si vous voulez, que c'est la troisième révolution des quantas. La deuxième, c'est une problématique de nécessité. La nature est obligée de mettre ça en place par nécessité pour défendre sa cohérence, sinon elle serait incohérente. Et la troisième, c'est une explication par le contenu, c'est-à-dire les pirouettes quantiques qui sont le saut quantique et la non-séparabilité. Qu'est-ce qui se joue là derrière? Quels sont les mécanismes, pas seulement physiques, qui sont en jeu? Voilà, donc la première, je répète, la première révolution des quantas, c'est descriptive. Deuxième révolution, c'est une explication par la nécessité, mais extérieure. On comprend les règles. On comprend qu'il fallait que ça se passe, mais on ne sait pas pourquoi. Ça ne pouvait pas être autrement. Voilà. Et la troisième, c'est dire... il y a peut-être des mécanismes en jeu, et ces mécanismes vont intervenir la dimension non physique, en fait, de l'holomatière, c'est-à-dire la partie endocausale. Voilà, donc ça prétend démystifier les quantas, et c'est pour ça que j'ai mis l'univers quantique enfin expliqué, c'est-à-dire quand on a lu ce livre et les autres aussi, on sait ce que c'est que le quantique, c'est ce que j'appelle le bouquet des 3 fleurs quantiques, et on sait pourquoi elles sont là. Donc je prétends que ma recherche initiale, qui était de donner une explication à des choses qui paraissaient farfelues, parce que mon intuition, c'était que si c'était farfelu, c'était juste parce qu'on n'avait pas la clé d'intelligibilité, on n'avait pas compris. Il fallait juste s'y pencher. Voilà, on n'avait pas compris le scénario, donc on voit des acteurs qui font des choses bizarres, tout simplement parce qu'on ne sait pas. C'est comme je dis, la comparaison que je dis, c'est comme le film, un film policier par exemple, ou n'importe quoi, on a raté la première demi-heure, après on voit les acteurs qui font ceci, cela, comme on ne sait pas à quel côté, on ne comprend plus rien, on se dit mais il réagit ça, c'est bien bizarre, il est complètement farfelu. Alors vous remontez le temps pour voilà, c'est ça, en fait, début. Je remonte et en fait je replace au départ, puisque tout naît finalement de l'onde quantique, je replace la physique et je dis que quand elle descend suffisamment profondément dans la nature du réel, elle touche à la métaphysique. Et donc, il y a au départ une réflexion de ce que j'appelle l'ontologie appliquée. Et là-dessus, ça démarre en disant la réponse
à la nécessité de l'ontologie appliquée, c'est l'onde quantique. Et à partir du moment où on a l'onde quantique, tout le reste en découle. Voilà, donc c'est en fait d'une logique absolument implacable. C'est ça mon discours. Tout va de soi, finalement. Voilà, d'une certaine façon. Il suffisait de trouver le bon. Alors, si on veut aller plus loin, là je m'adresse aux auditeurs, eh bien n'hésitez pas, là pour le coup, un stage de 2 jours avec Emmanuel Ransfort pourrait être organisé, et va certainement être organisé, je suis assez confiant là-dessus. Là par contre, on n'est pas dans les 3 fleurs, on comprend les 3 fleurs quantiques. Vous avez expliqué tout à l'heure, les 3 règles principales qui regroupent plein de sous-règles, mais c'est là comment utiliser tout cela à son avantage dans son quotidien, dans sa vie personnelle. Voilà, c'est-à-dire, en gros, ça revient à dire que on peut voir ça comme des leçons de sagesse, comme des enseignements. On peut se dire que c'est les lois de l'univers et que dans sa vie, c'est bien de s'interroger, est-ce que je vis conformément aux lois de l'univers? Donc j'ai découpé en quelque sorte le quantique en 12 lois, et chaque loi est comme un rendez-vous qu'on prend avec soi-même en mettant le projecteur sur un aspect de notre vie. Par exemple, est-ce que je suis congruent, c'est-à-dire est-ce que je suis bien aligné? Est-ce que mon potentiel de décision, est-ce que je le vis à la hauteur de mon vrai potentiel? Est-ce que, par exemple, ce qu'on appelle l'intrication, c'est-à-dire une espèce de reliance universelle, est-ce que je vis ça? Et c'est des liens de solidarité, des liens télépathiques d'une certaine façon. Qu'est-ce que j'en fais dans ma vie? Est-ce que je pense à l'utiliser, à le donner, à donner et recevoir? Et c'est toute cette réflexion-là, donc sur 12 lois. Voilà. Donc on est vraiment dans le concret, dans l'utilisation. On est dans le concret, voilà, c'est ça. C'est-à-dire au quotidien. En gros, ça revient à poser la question, qu'est-ce que je fais de tout ça? Le quantique, c'est bien joli, mais qu'est-ce que... Il faut que ça ait une action réelle dans ma vie de tous les jours. Quelle incidence dans ma vie? Voilà. Bon, eh bien, je vous invite à aller vous rendre sur le site de planétaire.fr pour prendre rendez-vous et faire savoir que vous êtes intéressé par cette formation. Vous pourrez y retrouver aussi d'autres conférences, les prochaines. Merci Emmanuel Ransfort pour cette interview passionnante et on se dit à bientôt. Au revoir. Okay. Au revoir, merci. Cette vision de la physique, je la décompose en plusieurs lois. Alors la première, c'est la loi de cohérence. Alors vous avez compris, ça a été mon argumentaire, que les pirouettes quantiques qui sont si farfelues, si étonnantes que les physiciens se perdent pied, ne savent pas dire le pourquoi et le comment. En fait, la clé d'intelligibilité, la clé pour comprendre ça, c'est la cohérence, c'est-à-dire la nature a a un certain nombre de déterminismes. Ces déterminismes parfois s'entrechoquent et il faut trouver une solution. La nature ne peut pas se permettre de voir sa cohérence qui s'effrite parce qu'il y a des lois qui ne sont pas compatibles. Donc quand une loi n'est pas compatible, eh bien elle va inventer une pirouette. Cette pirouette s'appelle soit le saut quantique, soit l'intrication. Et tout rendre dans l'ordre. Donc en fait, cette recherche de cohérence est une source d'enrichissement pour la réalité. Et c'est pour ça que la réalité ne pouvait pas être celle de la physique classique. C'est pas possible. Voilà.